Julie Bertuccelli tient une place à part dans la création cinématographique. Peut-être parce qu'elle est comme les personnages de ses films qui cherchent leur place dans le monde, jamais ici et partout ailleurs. Cinéma de fiction ou de documentaire, elle ne veut pas choisir car ces deux formes de récit sont pour elle une façon d'être au monde, une façon d'apprendre à se connaître dans une quête d'universalité. Avec son nouveau film La dernière folie de Claire Darling, elle met en scène Catherine Deneuve et sa fille, Chiara Mastroianni, pour continuer d'examiner ce qui l'obsède, la famille, la transmission, le deuil et l'enfance. Vous vendez quoi au juste? Tout. Je vends tout. Mais pourquoi vous vendez tout? Mais parce que, mon petit, parce que... Combien pour ce bureau? 20 €. Mon arrière-grand-père avait acheté en 1920 au baron de Malbec. Vous allez bien, Madame Darling? Non, mais c'est gentil de demander. C'est ma grand-mère. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais, là? Pourquoi t'as tout sorti? C'est mon dernier jour. Ton dernier jour de quoi? De ma vie, ma chérie. De ma vie. Bonjour Julie. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Vous êtes choisi deux parents de cinéma, le documentaire et la fiction. Alors, je voudrais qu'on commence notre voyage dans votre univers en citant trois noms. Ottavio Celani, dont vous avez été l'assistante mise en scène dans deux films, La chasse aux papillons et Brigand, chapitre 7. Krzysztof Kieślowski, l'immense Krzysztof Kieślowski, sur Bleu et Blanc, les deux volets de sa trilogie. Alors j'étais deuxième assistante, hein. C'était Emmanuel Finkiel qui était le premier assistant de Krzysztof Kieślowski. Mais comme ça, j'ai travaillé beaucoup. Vous l'avez vu travailler, ça c'est quand même énorme. Et puis Bertrand Tavernier sur un film qui s'appelle Lapin, un film noir, donc rien à voir avec les films précédents. Qu'est-ce que ces trois cinéastes vous ont appris qui vous servent aujourd'hui? C'est leur diversité. C'est tout ce qu'ils ont, toute leur manière tellement différente à chacun de réaliser des films, qu'en fait, ils m'ont appris à être moi-même dans les miens. C'est-à-dire à ne pas chercher des modèles, à me dire qu'il n'y a pas une manière bien de faire un film, qu'il n'y a pas une technique, je sais pas, des habitudes. Chacun, il y a ceux qui font des storyboards, ceux qui improvisent, ceux qui écrivent, ceux qui passent des mois à repérer, qui s'inspirent beaucoup du réel, d'autres qui ont une imagination débordante, qui s'amusent, qui se délectent avec les acteurs, d'autres qui, au contraire, comme Otard, détestent, n'aiment pas travailler avec des acteurs. Voilà, chacun à leur manière m'ont dit, et me l'ont dit d'ailleurs parfois aussi, me l'ont dit oralement, me dit, il faut maintenant que tu trouves, toi, ta voix à toi et de faire des films qui te ressemblent. Qui a été l'initiateur? Est-ce que c'est votre père, Jean-Louis Bertuccelli? On se souvient, il avait reçu le prix Jean Vigo pour Rempart d'argile. Est-ce que c'est par lui que s'est passée la transmission de cinéma? J'ai eu la chance de tomber dans une famille assez variée, plein d'influences différentes, parce que c'était autant la peinture par ma mère que la musique aussi par ma grand-mère, que plein de choses m'ont entourée. Mais c'est vrai que côté cinéma, même si c'était pas un père qui m'emmenait voir tous les films, qui était un cinéphile qui connaissait par cœur, c'était pas Bertrand Tavernier, quoi. Je suis pas la fille de Bertrand Tavernier, mais on était très proches de Bertrand, d'ailleurs, de famille, même d'histoire de famille. Donc j'ai connu Bertrand toute petite. Mais mon père m'a quand même donné d'abord ce premier envie de voir des films et puis surtout de le suivre sur ses tournages. Et puis d'être allé aussi, parce mon père a vécu avec des femmes très chouettes, quoi, des actrices ou des scénaristes formidables. Et notamment, il a vécu avec une des filles de Chaplin, Joséphine, et donc petite, je suis allée quand même rencontrer Charlot, quoi, dans sa maison à Vevey. Ouais, le vrai. Alors j'étais petite, hein, j'avais, je crois, 10-11 ans, et il était tout vieux et hyper émouvant. Avec sa canne, je pensais que c'était encore sa vraie canne de Charlot. C'est un souvenir extrêmement marquant. Et plus les tournages, évidemment, quand on est petite, qu'on va sur des tournages la nuit, avec des effets spéciaux, de cascades et tout, et qu'on est à côté de la script et qu'on fait même un peu de figuration et tout ça, mais c'est vrai que d'avoir aussi connu par mon père les mauvais côtés, les difficultés du métier, la difficulté de trouver de l'argent, le temps que ça prend, les risques qu'il a pris, parce qu'il a produit certains de ses films, dont effectivement Rempart d'argile, qui est un chef-d'œuvre absolu. Il avait eu le prix Jean Vigo, il avait représenté même la France aux Oscars en 71. Et là, je l'ai fait numériser, restaurer grâce au CNC. Et il va bientôt, j'espère, ressortir en salle.
Si on fait attention au titre de vos films, on a cité Depuis Cotard est parti, Dernière nouvelle du Cosmos, qui est un documentaire qu'il faut absolument voir. On sent qu'il y a une invitation au voyage. Alors, est-ce qu'il y a un metteur en scène qui vous a donné ce sens de l'ailleurs ? C'est le cinéma dans l'ensemble qui m'a donné le sens de l'ailleurs, parce que quand j'ai découvert le cinéma, c'était énormément les films italiens, tous les films de Fellini, Comencini, De Sica, Pasolini, beaucoup de films italiens, tous les films allemands. Les films allemands de quelle époque ? Fassbinder, avant, Fritz Lang ? Fritz Lang, tous. En fait, j'ai l'impression que tout le cinéma allemand, je l'ai traversé complètement. Et puis bon, il y a aussi des Français qui me font voyager dans le temps. Jean Vigo, par exemple, c'est un réalisateur fétiche. Alors lui, il fait voyager dans des souvenirs d'enfance. C'est un voyage de repartir à l'enfance, parce que l'enfance, c'est notre pays initial, quoi. C'est là d'où on vient. Et de faire le deuil de cette enfance, c'est comme l'exil. On quitte un pays et moi, je suis très, très attachée à l'enfance. Je sens bien qu'il y a beaucoup de nœuds pour moi dans l'enfance et que je suis constamment en train d'y repucer. Zéro de conduite, c'est votre film, c'est un film fétiche, vers lequel vous revenez. Ouais. Et tous les films de Keaton, de Charlot, tous les films d'enfance, en fait, de Demy. J'ai énormément de films pour enfants. J'ai 3 enfants en plus, donc je me lâche pas dans l'achat des DVD et puis de les emmener au cinéma. Mais c'est vrai que même des films avec des enfants, que ce soit aussi les films de Meurice, enfin tous les Ballons rouges, et ça, ils m'ont marqué, ils me marquent encore. Et un film que j'ai vu peut-être, je sais pas, 30 fois et que je n'ai pas encore montré en fait d'ailleurs à mes enfants, parce que j'ai un peu peur que ça les bouleverse comme moi ils me bouleversent, c'est L'Incompris de Comencini, par exemple. Voilà. Donc ça, moi, ce film, ça fait partie de mon panthéon. C'est un film qui est touchant. Si on resitue le contexte, c'est l'histoire d'un diplomate qui a 2 enfants. Sa femme meurt et il va demander à l'aîné de préserver l'enfant cadet de cette vérité. Ou de cette tristesse. De cette tristesse. Et lui a déjà tout compris. Que sa mère en fait, c'est lui qui tout le monde pense que c'est le petit qui va être le plus bouleversé. Et en fait, c'est le grand qui s'en remet pas. Et c'est sa incompréhension d'être celui qu'il aurait fallu protéger, alors que le père poussait l'enfant à être le grand et tout. Alors je dois extrêmement me projeter dans cette histoire, mais c'est vrai que c'est un film qui me noue le cœur encore, donc j'ai pas encore osé le montrer à mes enfants. Come stai, pesciolina? Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra? Sì. Perché? Aveva ancora un po' da fare. Quando torna? Presto. Fra quanti giorni? 2, 3. Si on avance un peu dans votre boîte noire, Julie Bertuccelli, je crois savoir que, contre le chaos du monde, vous nous dites que vous aimez vous réfugier dans une salle de cinéma, mais il y a un genre de prédilection pour vous, c'est la comédie musicale. C'est vrai ? Oui. Un des films qui m'a le plus touchée, c'est Stormy Weather, qui est un film qui est le premier film de comédie musicale que de noirs, et qui raconte en plus l'histoire de plein de jazzman et de stars du jazz afro-américain. Et c'est un film qui m'a bousculée, il m'a complètement accompagnée toujours. En plus, moi je faisais des claquettes depuis longtemps, et je crois que j'avais vu ce film avant, mais j'étais hyper touchée parce que pour moi les claquettes et les comédies musicales, du coup, parce que sont nées aussi de cette danse-là, et c'est issu de l'esclavage en fait, de l'histoire des Afros qui sont arrivés comme ça en Amérique. Plus ou moins, enfin souvent esclaves, et c'était une danse de résistance. L'air d'être joyeuse, en fait, c'était une manière avec les pieds de dire sa colère. Donc les claquettes et les comédies musicales sont issues de cette colère et de cette manière aussi d'en faire un art. Et puis le jazz, parce que c'est mon père qui m'a initié énormément au jazz. C'était lui qui était. Par lui qui est venu. Ouais, c'est peut-être par lui. C'est peut-être lui qui m'a montré ce film. Ouais. Parce que à l'intérieur de ce film, quand même, regardez. Ah bah oui. Regardez. Qui sont-ils? Les Brothers. Voilà, bien, Harold et Fayard, les Nicholas Brothers. Qui sont extraordinaires. Et ça, c'est une des plus belles scènes de comédie musicale qui soit. soit. Parce qu'on pense tout le temps à Fred Astaire et à Jane Kelly. Et eux, c'est une vraie alternative parce qu'ils ont un vrai don d'invention. Le
le jazz et le cinéma, c'est une histoire qui remonte aux années 30, puisque Le chanteur de jazz est le premier film musical de l'histoire du cinéma. Alors, est-ce qu'il y a d'autres films où on parle tout aussi bien du jazz? Je pense notamment à New York, de Martin Scorsese. Il y a Cotton Club de Coppola. Il y a Burn de Clint Eastwood. Ou vous qui venez du documentaire, il y a ce film, Let's Get Lost, de Chet Baker, sur le trompettiste Chet Baker. Alors, lequel de ces 4 films Chet Baker, c'est vrai que ce film-là m'a bouleversée. Parce que j'étais fan de Chet Baker et c'était aussi une musique que j'entendais beaucoup chez moi. Parce qu'encore une fois, c'est mon père qui ne faisait qu'écouter du jazz. Et donc, je suis vraiment née avec ça. Mais oui, Bird, j'ai adoré ce film, vraiment adoré ce film. Et le film de Tavernier aussi. Autour de minuit. Autour de minuit, qui était vachement bien. Mais je pense que Bird et Let's Get Lost, c'est mes chéris. Almost blue, almost doing things we used to do. Everybody has a story about Chet Baker. Bill Claxton, the photographer, told me when Charlie Parker first heard Chet play. He called Miles Davis and Dizzy Gillespie and said, "There's a little white cat out here who's going to give you guys a lot of trouble." An actor once told me how he left at midnight the Broadway theater where he was doing a play and was walking down the street, and out of the darkness he saw a man sitting alone in the back seat of a car. And the light from the cigarette showed off just his cheekbones, and he knew that had to be Chet Baker. La dernière étape de ce voyage, Julie, je voudrais qu'on s'arrête sur la philosophie et le cinéma, parce que vous avez suivi un cursus de philosophie et on se rend compte que le cinéma populaire s'empare très souvent de thèmes philosophiques. Si on associe Matrix, on peut l'associer à Descartes, c'est-à-dire « et si rien n'était vrai ?» C'est vraiment le propos de l'auteur de la méthode. Si on prend des films classiques comme 12 hommes en colère, il y a des connexions avec la philosophie sur ce qu'est la justice, la peine de mort. Est-ce que, au-delà du cinéma documentaire, la fiction, elle vous a permis de vous interroger sur le monde et de lui donner un sens? En voyant un film, parfois vous dites « oui, il y a des éléments à penser ». Ah oui, je crois que c'est ça qui pour moi, fait que les réalisateurs et les réalisatrices les plus fabuleux sont les plus grands, c'est quand leur cinéma est philosophique, d'ailleurs presque plus que politique ou social, même si je suis très, je veux dire, le documentaire ouvre beaucoup plus ces portes-là. Mais les grands réalisateurs comme Bergman, comme Fellini, même comme Dreyer, comme, je sais pas, ou René Clair, enfin, tous ces metteurs en scène parle de l'humanité dans une universalité tellement grande qu'il touche à la philosophie l'air de rien. Bergman, il parle de tellement de choses dans ses films, du rapport aux autres, au monde, à la mort, à la mémoire, au déchirement profondément humain. Et même si la philosophie parle de plein d'autres choses, mais elle est quand même, elle va dans le sens de se connaître soi-même, quoi, et de savoir vivre avec les autres et d'avoir sa vie à vivre et de savoir quel va être le sens de nos vies. Et donc voilà, le cinéma est d'abord philosophique pour moi. Et alors, la question subsidiaire, et on en finira, quel film vous a appris des choses sur vous? Si on devait en retenir un. Mais je vous ai dit Comencini, je crois que l'incompris, ça m'aide encore à me dire quels sont mes traumatismes d'enfant, pourquoi je suis comme je suis. Ce film-là, je pense, m'a beaucoup aidée. Et puis récemment, en plus, là, j'ai refait je me suis rajouté des étagères chez moi pour refaire enfin de la place pour des DVD. J'ai des milliards de DVD. Et quand je vois tous les films que j'ai là autour de moi, qui ont tous été une part de ma vie, quoi. Tous m'ont éclairé sur quelque chose, quoi. J'aurais tellement à dire sur tous ces films. Mais vous allez revenir alors? Bah oui, je veux bien. Et j'aurais un peu préparé, je me serais fait des listes. Génial. Revenez avec vos films de chevet. Faites un peu d'ordre dans voilà, votre... je suis en train de tout reclasser là. Dans votre DVD Tech, et puis vous revenez avec des titres phares qui disent des choses de vous, d'accord? Très bien, on refait ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.